On va pouvoir commencer tranquillement. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle formation de la Société québécoise de phytotechnologie qui va porter aujourd'hui sur les bassins d'eau pluviale, services écosystémiques et leur perception citoyenne. Au nom de toute l'équipe de la Société québécoise de phytotechnologie, je suis très content de vous accueillir ce matin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre organisation, nous sommes donc une société qui a à but non lucratif et dont la mission principale est de promouvoir les phytotechnologies. Le travail de la SQP se base sur le travail bénévole de son conseil d'administration. Dans le cadre de nos activités, on organise chaque année un colloque ainsi que des visites de sites, des formations et des webinaires, donc comme aujourd'hui. Par ailleurs, on produit aussi des fiches techniques et chaque année, lors de notre colloque, on délivre une bourse étudiante, on récompense un projet exemplaire en matière de phytotechnologie et on organise un concours d'affiches scientifiques pour récompenser là aussi des étudiants qui proposent des projets intéressants. Si vous voulez plus de détails sur nos activités et notre documentation, je vous invite à aller visiter notre site www.phytotechno.com et de vous abonner à notre infolettre pour ne rien rater de nos prochains événements. Vous pouvez aussi évidemment nous supporter en devenant membre de la SQP, ce qui vous donne un accès à un certain nombre de contenus en rediffusion, ainsi qu'à d'autres documentations. Le tarif membre est de seulement 35 $ par an et je reviendrai avec plus d'informations sur ça à la fin de ce webinaire. Avant de poursuivre avec le webinaire, je voudrais prendre un moment pour présenter nos partenaires financiers grâce auxquels nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer ce type d'activité. Donc ainsi, je remercie notre présentateur officiel Desjardins ainsi que nos partenaires, le Centre de formation horticole de Laval, l'Institut national de recherche scientifique, Rameau Phytotechnologie, Rousseau-Lefebvre et les membranes Hydrotech. Il est maintenant temps de passer à notre webinaire présenté aujourd'hui par Mathis Petit-Pro, qui est donc étudiant en doctorat à l'Institut national de recherche scientifique. Il a développé des connaissances sur la flore locale en milieu humide au travers de son parcours académique. Et aujourd'hui, dans le cadre de son doctorat, il est spécialisé dans la restauration écologique à l'aide des infrastructures vertes. Bonjour Mathis, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant de commencer, si vous avez des questions durant le webinaire, je vous invite à les écrire dans l'espace de messagerie et à la fin de la présentation de Mathis, nous prendrons un temps pour y répondre. Voilà, Mathis, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Je vais mettre. Est-ce que vous voyez bien mon partage? Oui, c'est bon. Parfait, super. Bon, bonjour à tous et à tous. Merci de la présentation de ma personne. On va passer directement au sujet. Je vais d'abord vous introduire un petit peu plus globalement les milieux humides et leurs services pour ensuite parler plus de l'urbanisation. Et ensuite, on verra plus profondément les bassins d'eau pluviale avec mes études dans le cadre de ma thèse. Donc, pour introduire sur les milieux humides, en fait, il faut savoir que c'est des milieux quand même essentiels et très importants sur notre planète, surtout par rapport à différents services écosystémiques qu'ils peuvent apporter. Les exemples les plus importants, on peut parler de la régulation des inondations, puisque les milieux humides vont être des zones de tampons qui vont absorber l'eau et la retenir. On peut avoir aussi la filtration de l'eau, donc un côté d'épuration de l'eau avec notamment la capacité de biorétention de contaminants par rapport aux plantes. On a aussi la réduction des gaz à effet de serre, donc ça c'est par rapport à un réel puits, un stock de carbone dans ces milieux-là. Et ensuite, on a une très grande richesse en termes de biodiversité, donc on appelle en anglais les hotspots, dans ces milieux-là. Par contre, on sait que depuis le XXe siècle, on a une grosse perte de ces milieux-là. Et en cause, on a notamment l'agriculture, le bétail, mais également l'urbanisation. Donc nous, c'est ce dernier volet qui va nous intéresser, où on a donc, on sait qu'on va avoir près de 7 personnes sur 10 qui vont habiter en ville, donc en milieu urbain, et ça va avoir des conséquences. La première conséquence, c'est l'étalement urbain qui va toucher, qui va empiéter sur les milieux naturels. Donc ça peut avoir une perte d'habitat, une perte de biodiversité et une perte de services. L'augmentation de surface imperméable par rapport aux infrastructures grises aussi, donc ça va être la probabilité d'avoir plus d'inondations dans les villes. De même que moins de végétation, moins de milieux naturels, ça peut créer des îlots de chaleur. Et tout cela, bien sûr, va avoir des effets sur la santé et le bien-être humain.
Mais on sait que depuis quelques décennies, les villes tentent ou en tout cas ont pour but de réintégrer la faune, la flore en ville avec des espaces verts. Donc on a différents types d'infrastructures vertes, hein. Là, on a 4 exemples où le premier, bah, ça va être tout simplement, ce qu'on appelle les lieux vacants. Donc c'est vraiment, laisser pousser de manière spontanée la végétation. Ça peut notamment intéresser des insectes, des plantes, des oiseaux. Donc, il faut savoir par exemple qu'à Québec et Trois-Rivières, on est sur 2 à 3 du territoire qui ont ces lieux-là, ou ces lieux-là. La deuxième photo, bah, ça va être réintégrer, revaloriser les rivières, en milieu urbain, avec notamment les bandes riveraines. On a aussi en troisième photo, bah, l'agriculture urbaine qui peut notamment intéresser les pollinisateurs, les insectes. Et enfin, on peut avoir aussi l'intégration d'étangs et là, c'est là où on va parler des bassins d'eau pluviale. Donc ces bassins-là, en fait, en milieu urbain en tout cas, le rôle le plus important, ça va être la régulation des inondations. Donc pouvoir vraiment gérer les quantités d'eau, donc par rapport aux fortes précipitations ou, dans le cas du Québec, par exemple, c'est la fonte des neiges. Donc on va avoir vraiment des quantités importantes et il va falloir les gérer. Et on a aussi d'autres rôles comme par exemple, la rétention des polluants. Aussi, un apport esthétique et récréatif, par exemple l'intégration d'un étang dans un parc et aussi ces milieux-là, donc ces bassins peuvent avoir un réel potentiel pour l'habitat, pour la biodiversité. Il faut savoir que sur les bassins d'eau pluviale, on a, principalement 2 types de bassins, donc on va parler de bassins de détention et de rétention. Donc premièrement, là, on a l'exemple des bassins de détention secs. Donc cela, en fait, ça va être vraiment, une capacité de rétention très courte. Donc on est sur moins de 24 heures de rétention d'eau. On a donc souvent un bassin sec, avec, notamment un gazon. En fait, il va être très entretenu et que ce soit le talus ou, l'intérieur du bassin, ça va être engazonné. Ça va être notamment utilisé, par exemple, pour les enfants pour jouer. On aura aussi les bassins de détention à retenue prolongée. Donc là, on est plutôt dans un bassin humide. On aura une capacité de rétention supérieure à 24 heures. Donc on a un sol qui peut être souvent saturé en eau, voire de l'eau libre qui s'y trouve, selon la topographie notamment. Et donc là, on va retrouver plutôt une végétation de milieu humide. Donc comment c'est entretenu? On a encore le talus où là, on peut avoir des espèces généralistes, plus ou moins tondues selon les villes, selon, la pratique, selon, aussi, le lieu. Et à l'intérieur, on pourra avoir des fois, on va raser, on va tondre en fait la végétation. C'est surtout pour contrôler la végétation haute, comme par exemple, les quenouilles et le phragmite, donc le rose. Là, c'est un autre exemple en termes de photos pour vous montrer quand même, le, l'effet en fait de l'entretien. On voit vraiment là les traces de roues comme quoi l'entretien peut avoir un caractère assez invasif, mais on va voir en fait dans mes études que la biodiversité est vraiment capable de s'y implanter quand même. Là, on a un cas particulier, donc c'est des bassins encore, à retenue prolongée, mais on peut avoir l'intégration à l'intérieur de chenaux ou un chenal en tout cas, où en fait le but c'est d'avoir l'entrée d'eau et d'un point A à un point B jusqu'à la sortie de l'eau et ben là, on va avoir des chenaux pour qu'il y ait un écoulement permanent. Donc là, le gradient d'humidité va être moins étendu, on va vraiment avoir, le gradient d'humidité qui va être à côté de ce chenal-là, sinon ça va être un peu plus sec. L'entretien se fait similaire à ceux précédents. Et enfin, on a les bassins de rétention. Donc là, en fait, c'est vraiment des bassins qui vont avoir de l'eau de manière permanente, au moins un volume d'eau de manière permanente, avec des fluctuations, hein, selon les intempéries, et cetera. Et donc là, l'entretien, bah, encore une fois, la même chose, hein, le talus, donc tondre, s'occuper un peu des arbustes s'il y en a, des massifs ornementaux. Et à l'intérieur, donc là, on va pouvoir avoir soit aux abords, bah, des quenouilles, des phragmites, mais aussi donc des espèces aquatiques qui peuvent être relativement, envahissants. On a l'exemple, du nymphéa, donc le lotus pardon, on peut avoir aussi le myriophylle, une espèce immergée. Là, on a un autre exemple où on voit vraiment, l'entretien, où on a un espace très ouvert avec des roches, les canards qui s'y installent, qui vont très bien et après, si vous regardez un peu plus au fond de ce bassin, on va dire qu'il y a un tiers de bassin qui va être avec de la végétation haute. En fait, c'est des typhas, donc c'est des quenouilles et ça va servir à une cellule de biorétention, donc pour essayer de capter, d'avoir, de retenir les contaminants. Ici, c'est un autre exemple pour voir, aussi à quel point ça peut être intégré dans un grand parc. Donc là, on est vraiment, dans un parc, très boisé ou alors qu'on est vraiment en ville, hein, c'est sur le secteur de Charlesbourg. Et donc on a aussi l'intégration d'aires de jeu.
dans ces parcs-là. Donc en fait, ce que l'on sait actuellement par rapport au bassin d'eau pluviale, on a beaucoup d'informations quand même sur les macro-invertébrés aquatiques et la végétation aquatique, donc par exemple les macrophytes. On peut même voir certaines études qui vont dire qu'on a une diversité qui serait presque comparable, aux références de milieux naturels. En revanche, on aura sûrement, différents types de communautés d'espèces. Par exemple, on peut avoir plus d'espèces exotiques dans les villes, en comparant avec les références naturelles. On a aussi beaucoup d'informations sur les amphibiens et leur capacité, à être présents en termes de diversité, surtout dans les bassins de rétention, et aussi les poissons quand c'est des grands bassins. En revanche, on a très peu d'études, voire pas d'études, sur les plantes terrestres, donc sur les milieux humides ou secs et aussi sur les talus, qui est quand même très important à prendre en compte. On a peu d'études aussi sur les voire pas du tout en fait, sur les macro-invertébrés terrestres. Donc à part certains groupes qui sont ciblés comme les odonates, hein, les libellules, les demoiselles, et on n'a pas d'études sur les oiseaux. Donc à quel point ces infrastructures-là sont importantes pour les oiseaux ou non. En termes socio-économiques, ce que l'on sait actuellement, c'est que, au final, la biodiversité, elle est très appréciée. On a une réelle conscience, en fait, du potentiel, de création d'habitats et d'hétérogénéité dans, ces bassins-là, par rapport aux citoyens. Les bassins engazonnés tendent à être moins appréciés que ceux qui sont de type plus «naturel» entre guillemets, en termes paysagers. Et on a aussi une présence de nuisibles qui est constatée, par exemple, les moustiques, les rongeurs, par rapport, encore une fois, à la perception des citoyens. Et aussi, on a, ce qu'on appelle le prêt à payer, ce qu'on appelle en anglais le willing to pay. Donc, c'est vraiment à quel point les personnes sont prêtes à mettre, par exemple, plus d'impôts pour avoir des bassins plus de qualité, plus esthétiques. Et on voit qu'il y a vraiment un prêt à payer pour l'esthétique et le naturel. En revanche, on a peu d'études qui traitent directement des riverains, donc des personnes qui vivent à proximité de ces bassins-là et de savoir à quel point et comment ils les utilisent et ils les perçoivent quand ils habitent à proximité. Donc moi, en fait, dans ma thèse, j'ai 4 grands points, d'études. Le premier, ça va être d'évaluer la biodiversité avec 4 taxa. Donc on a les plantes et les macroinvertébrés terrestres, on a les oiseaux et les amphibiens, que je vais comparer dans différents types, de bassins. On a aussi l'utilisation et la comparaison de méthodes d'échantillonnage, hein, où on va pouvoir utiliser aussi des inventaires classiques, de même que de l'écoute sonore et de l'ADN environnemental. Je vais aussi évaluer l'influence de facteurs locaux et paysagers sur la composition des communautés dans ces bassins, par exemple, l'effet de la végétation sur les autres, taxa. Et enfin, le volet plus sociologique où, j'étudie les perceptions et usages des riverains par rapport au bassin. Donc moi là, par rapport à cette, présentation, je vais vous parler souvent de 4 catégories de bassins. Donc c'est moi qui les ai catégorisés comme ça, mais ça retrouve un petit peu ce que je vous ai parlé tantôt. En premier, on a les bassins secs. En deuxième, on a les bassins que je vais appeler humides. Les bassins 3, c'est les bassins humides, mais avec chenal. Et enfin, en 4, on aura les bassins de rétention, donc en eau permanente. On a fait ça à Québec et Trois-Rivières, donc on a 54 bassins en tout, la grande majorité étant à Québec. Là, c'est une répartition pour vous montrer rapidement, en fait, que finalement tous mes bassins, en tout cas à Québec, sont plus en périphérie, hein, puisque quand on est plus dans une densité urbaine, bah, on a moins, la présence de ces bassins-là. Il y en a quelques-uns qui se sont faits récemment, mais que moi je n'ai pas utilisés pour mon étude. Les variables environnementales qui ont pu être étudiées et mesurées, c'est par exemple les variables paysagères. Moi, je me suis intéressé, par exemple, à calculer la proximité de la forêt ou de la rivière la plus proche du bassin, pour voir l'impact que ça peut avoir. La proximité entre les bassins, donc voir leur connectivité. De même que la proximité au centre-ville, la proportion de milieux naturels et urbains. Donc là, ça veut dire, autour du bassin, à quel point il y a des milieux naturels et urbains, à 500, 1000 et 2000 mètres de zone, de tampon. Et j'ai fait aussi un calcul plus précis de la proportion de végétation par NDVI. Donc c'est un indice de végétation par image satellite, grossièrement. Les variables locales, on aura surtout la surface. Et on a aussi une idée du gradient et de la disponibilité de l'eau par rapport à mes différents types de bassins. Méthode d'échantillonnage, je vais passer très rapidement pour vous expliquer, mais pour mes 4 taxa, on a une diversité de méthodes. Pour la végétation terrestre, en fait, on est sur une méthode classique. On a utilisé 3 quadrats par unité de végétation. Ce que j'appelle une unité de végétation dans un bassin, c'est par exemple, on aura le talus, des espèces généralistes, ça fait partie d'une unité.
On aura une eau libre avec des espèces aquatiques, c'est une autre communauté. Après, une végétation humide, une végétation sèche. Donc là, on a par exemple 4 communautés fois 3 quadrats. Ça fera 12 quadrats en tout. Ça nous permet d'avoir le pourcentage de recouvrement de chaque espèce. Pour les macro-invertébrés terrestres, on a fait le même type, sauf que là, on a fait 3 sessions de coups de filet pendant 20 secondes par unité de cette végétation-là. Ça nous permet de capturer et d'identifier des insectes à la famille. Et cette fois, donc pas à l'espèce, mais à la famille. Les oiseaux, on a utilisé des capteurs enregistreurs pour identifier les sons, pour avoir la présence et absence des espèces. Les amphibiens, on a aussi utilisé le son, mais également l'ADN environnemental pour identifier des espèces cibles. Moi, je vais vous parler principalement aujourd'hui de cette étude-là qui est focalisée sur les plantes et les macro-invertébrés. Donc, c'est mon premier article, où là, le but, en fait, c'est de comparer la diversité et aussi la composition des communautés, donc des espèces, entre les types de bassins. Aussi, on va regarder un peu quand on intègre ou quand on n'intègre pas le talus, comment ça change ces compositions en termes d'espèces. On verra aussi le lien entre la végétation et les macro-invertébrés. Et enfin, on va étudier les influences potentielles des facteurs locaux et paysagers. Donc là, on a un premier type de résultat. On va parler de la richesse spécifique. C'est la diversité alpha. Donc, c'est le nombre d'espèces qu'on trouve dans les types de bassins. Donc, ce premier graphique-là, si vous le regardez, en fait, on a donc nos 4 types de bassins en couleur. Et on a en abscisse, donc la ligne des X, c'est le nombre de quadrats en fonction de notre nombre d'espèces. Parce qu'en fait, si vous voyez un peu le bassin engazonné, et ben, comme c'est des gazons, on avait vraiment très peu de communautés, donc très peu de quadrats. Donc, pour ne pas biaiser cet effet d'échantillonnage, on a fait des modèles linéaires généralisés pour pouvoir les comparer comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce premier graphique? En A, c'est un groupe statistique où ce que ça veut dire, c'est que les bassins rouges, là, engazonnés secs, ils ont le moins d'espèces comparé aux 3 autres. En B, on aura les bassins de rétention qui auront une diversité intermédiaire végétale. Et en C, là, on aura les bassins humides qui auront le plus d'espèces végétales au sein du bassin et avec le talus. Et les bassins avec chenal, on retient que c'est à l'intermédiaire, BC, donc entre les bassins de rétention et les bassins humides. Donc ça, c'est avec talus et on va se demander, mais pourquoi, comment les bassins humides ont le plus d'espèces? Et là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les espèces indicatrices de milieu humide. On a 2 types. On a les espèces qu'on appelle FACH, ça veut dire facultatives de milieu humide, et on a les espèces OBL, donc obligées. Nous, ce qu'on a vu dans nos études, c'était que c'est les espèces FACH qui ont une différence significative entre les types de bassins, et pas les espèces OBL par contre. Et ce qu'on va voir, c'est exactement le même schéma où les bassins humides tendent à avoir plus d'espèces FACH au sein de ce bassin-là, alors que les bassins de rétention en ont moins, et pardon, et les bassins avec chenal en ont à l'intermédiaire entre les deux. Donc tout ce que je viens de vous dire là, c'est en intégrant le talus. Et ce qu'on va s'intéresser aussi, c'est si on enlève les talus de nos données, qu'est-ce qui se passe quand on regarde juste l'intérieur du bassin? Et bien là, on va voir qu'il y a une différence. Quand on revient à la richesse spécifique totale, finalement, les espèces ont diminué, sauf pour les engazonnés secs, puisque les talus et l'intérieur du bassin, c'est similaire. Donc on voit en fait qu'en B, finalement, les bassins humides et avec chenal se retrouvent à avoir la même diversité que les bassins engazonnés, alors qu'avant, c'était ceux qui en avaient le plus. Et carrément, on a les bassins de rétention qui en ont le moins. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que le bassin de rétention à l'intérieur, comme il n'y a que des espèces aquatiques, ça va être plus pauvre en termes d'espèces. Et quand on regarde les espèces FACH, là, on va retrouver que les bassins de rétention se retrouvent encore plus bas. Il va y avoir encore moins d'espèces quand on enlève le talus. Ça, c'est assez logique puisque dans ce type de bassin-là, le gradient d'humidité, en fait, il va se faire surtout sur le talus. Comme dans les bassins de rétention, on a un volume d'eau, et l'eau va se retrouver jusqu'au talus. Et donc là, c'est là où on va voir le gradient d'humidité. Sauf que comme le talus, ça a une certaine pente, le gradient d'humidité va être très court. Donc il y a juste cette fine bande où les espèces FACH vont s'implanter. Et donc ça va être assez important pour les bassins de rétention, qui vont donc avoir moins d'espèces quand on ne l'intègre pas. On fait la même chose avec les insectes. Donc quand on regarde le premier graphique, c'est avec talus. Là, il n'y a pas de différence significative. Il n'y a pas de groupe de lettres statistiques. Donc ça veut dire que tous les types ont le même nombre de familles de macro-invertébrés ou d'insectes.
c'est la même chose, en gros. Par contre, quand on enlève les talus, là, on voit qu'il y a une différence. On voit que finalement, les bassins de rétention, encore une fois, ont tendance à avoir moins de familles d'insectes comparés aux bassins engazonnés, et les bassins humides vont se retrouver entre les deux. C'est assez logique, puisque quand on suit la végétation, comme je vous l'ai dit, les bassins de rétention ont juste quelques espèces aquatiques, et donc la richesse d'insectes va surtout se retrouver dans le talus. Donc là, je viens de vous parler de la richesse spécifique, donc la diversité alpha, mais on peut aussi parler de la diversité bêta. C'est en fait l'étude de la composition en termes d'espèces. Donc regardez qu'est-ce qu'il y a comme communauté, en fait. Donc ce graphique-là, comment on l'interprète? En fait, c'est une ordination où vous avez plein de points avec donc mes différents sites, donc mes différents bassins, et plus un point va être proche de l'autre, plus il va être similaire en termes de communauté, plus on va avoir les mêmes communautés d'espèces. Et donc ce qui va être intéressant, c'est de voir les groupes statistiques encore une fois. Ça va nous montrer en fait qu'il y a 3 communautés distinctes de végétales. Là, on revient sur les plantes. On a en rouge les bassins engazonnés qui ont une communauté complètement isolée. Donc, c'est assez logique, hein. Donc, avec beaucoup d'entretien et de fréquences de tonte, on a un milieu très perturbé. Donc, ils ont leur propre communauté. En B, en bleu, on aura aussi les bassins de rétention qui ont leur propre communauté, aussi un peu logique, hein, puisqu'on retrouve beaucoup d'aquatiques, beaucoup d'eau libre. Et enfin, on aura les bassins humides et avec chenal qui auront en C des communautés similaires. Et la deuxième information qu'il y a à voir sur ce graphique, ou en tout cas sur le plus petit là pour résumer, c'est ce qu'on appelle la distance au centroïde. Si vous revoyez un petit peu les bassins engazonnés là, qui sont tout à gauche et isolés, on voit qu'ils sont très proches entre eux. Ça veut dire qu'entre eux, en fait, ils sont dans les mêmes communautés. C'est ce qu'on appelle, c'est des communautés très homogènes qui se ressemblent beaucoup. À l'inverse, les 3 autres ont un ellipsoïde plus grand. Ça veut dire qu'il y a des sites qui peuvent être différents d'autres au sein du même type de bassin et en termes de communauté. Et ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est quand on enlève le talus. Là, on va avoir des différences encore plus accrues en termes d'hétérogénéité. On retrouve encore une fois les 3 types de communautés distinctes. Et quand on regarde le petit graphique, eh ben, on va voir encore une fois que les bassins engazonnés ont le moins d'hétérogénéité, sont très homogènes. On retrouve aussi le bassin de rétention en bleu qui est en A. Et donc là aussi, c'est très homogène. Il y a une plus grande variabilité à cause de quelques bassins qui ressortent, mais sinon c'est la même chose en termes statistiques. Et ensuite, on a à l'intermédiaire les bassins humides qui vont être plus hétérogènes. Et à la fin, les bassins avec chenal, qui sont les plus hétérogènes en termes de milieu. Ça veut dire qu'un bassin peut être très différent d'un autre en termes de communauté. Comment on interprète ça? En fait, c'est moi, l'hypothèse que je donne là-dessus, c'est surtout par rapport au gradient d'humidité. La présence d'eau dans ce type de bassin humide, il va être très variable selon les sécheresses, selon l'année, selon les intempéries. Donc, c'est ça qui va créer une diversité en termes de gradient et qui peut provoquer, en fait, aussi selon la topographie, donc une diversité en termes de gradient d'humidité et donc d'habitat et donc d'espèces. Donc, on aura différentes communautés. On fait la même chose pour les insectes. Donc là, en résumé de tout ça, on va voir qu'il y a exactement les mêmes, ou en tout cas similairement, les mêmes résultats que la végétation. On a vraiment un pattern similaire où on a, encore une fois, 3 communautés distinctes, A, B et C, donc les bassins engazonnés d'un côté, les bassins de rétention de l'autre, et en C, les bassins avec chenal. La petite particularité, là, si vous voyez en vert clair, c'est BC. C'est les bassins humides qui se retrouvent à l'intermédiaire entre les bassins de rétention et avec chenal. Et là, l'hypothèse, c'est vraiment que plus on aura de l'eau stagnante présente dans les bassins humides, et ben, plus on pourra ressembler à un milieu stagnant de bassins de rétention, par exemple. Alors que bassin avec chenal, ça a tendance à avoir une eau qui s'écoule. Et quand on regarde sans talus, et ben, on a encore l'hétérogénéité, c'est la même chose. Très homogène en termes de bassins engazonnés et de bassins de rétention. Et le plus d'hétérogénéité de communautés de macroinvertébrés, ça va être dans les bassins humides et avec chenal. Donc on a vraiment ce mime avec la végétation. Et nous, on a pu faire un test qu'on appelle le test de Mantel, qui a prouvé le lien entre la végétation et les macroinvertébrés. Ça veut dire que pour un tel type de communauté de végétation, on aura tel type d'insectes. Donc en résumé de ce que je viens de vous dire, donc là on a notre 4 couleurs. La première ligne, donc c'est par rapport à ce que je vous ai dit au début, la richesse des plantes.
Donc la première ligne de symbole, c'est avec talus et la deuxième, c'est sans talus. Donc avec talus, on avait vu que finalement les bassins secs avaient le moins d'espèces et que le bassin humide en avait le plus. Et ça, c'est grâce aux espèces FACH. Quand on enlève le talus, par contre, là, on a une baisse de diversité où on voit que finalement, c'est le bassin de rétention qui va en avoir le moins d'espèces végétales. En termes d'insectes, on a vu qu'avec talus, il n'y avait pas de différence. Par contre, quand on enlève le talus, là, on va voir que les bassins secs tendent à avoir plus d'insectes comparés aux bassins de rétention qui en ont le moins. En termes de composition, donc là, je ne vous montre pas toutes mes analyses, mais en gros, on a pu voir que les bassins secs sont très homogènes, se ressemblent tous. Et j'ai des analyses qui ont mis en valeur la présence de mellifères, donc d'espèces qui peuvent attirer des pollinisateurs, comme bien sûr le pissenlit, des pâquerettes, etc. Les bassins humides avec chenal, on a vu que c'était les communautés les plus hétérogènes en termes de plantes, avec notamment plein d'espèces FACH. Moi, j'ai mis en valeur plutôt des carex, des cyrpes, des joncs qui s'y retrouvent dedans. Et les bassins de rétention, là, on a plus donc une communauté homogène avec surtout des espèces aquatiques et assez pauvres. Et on a aussi notamment la présence de phragmites, qui est particulièrement présent dans ces bassins-là. En termes d'insectes, on a aussi fait les mêmes analyses et on a pu mettre en valeur la présence de pollinisateurs potentiels dans les bassins secs. Donc, grâce, par exemple, aux mellifères qui sont présents, on a plus la présence de familles d'apidés, donc c'est la famille des abeilles, et d'hyménoptères, qui regroupent beaucoup de pollinisateurs. Pour les bassins humides avec chenal, on n'a pas pu trop interpréter les familles qui s'y trouvaient, hein, c'est relativement difficile. Et par contre, avec les bassins de rétention, on a pu mettre en valeur la présence de libellules, demoiselles et les mouches et aussi les moustiques. La dernière analyse, en fait, ça va être surtout par rapport aux facteurs environnementaux, donc les variables que je vous ai parlé tantôt, comment je les étudie. Donc, par exemple, la distance entre les bassins, la distance avec le centre-ville, la proportion de milieu naturel, etc. Donc, nous, on a toute une analyse qui nous permet de voir quelles variables ont le potentiel d'influencer mes communautés. Et pour les plantes, ce qui est ressorti là, ce que vous voyez en rouge, la flèche en rouge, le NAT 2000, c'est en fait la proportion de milieu naturel qui est autour du bassin à 2000 mètres de rayon. Comment on lit ça? Plus on est vers la flèche, donc plus on va vers la gauche, plus on a des bassins qui ont le plus de proportion de milieu naturel. Et à l'inverse, à droite, on aura plutôt des bassins qui se retrouvent dans un milieu très urbain. Et on va voir donc que ça a une influence significative sur nos communautés dans les bassins. On va voir en fait qu'il y a deux types de communautés. Donc plus on est dans un bassin qui est proche des milieux naturels, ou en tout cas qu'il y a beaucoup de milieux naturels proches, et ben plus on va avoir des communautés de plantes humides, donc des carex, des cyrpes, des joncs, des echisetum. À l'inverse, plus on est vers la droite, donc plus on va vers un milieu urbanisé, plus on aura la présence d'espèces généralistes, comme des graminées, Phleum printensé, Agrostis stolonifera ou d'autres espèces. On a fait ces mêmes analyses, mais cette fois en isolant les bassins humides et avec chenal, pour voir un petit peu ce qui se passe, comme ils ont des communautés similaires. On les a mis ensemble et on a vu les mêmes résultats que ce que je viens de vous montrer là. En revanche, quand on isole les bassins de rétention seuls, donc, et ben là, on n'a pas de résultat qui sort. Donc, c'est vraiment surtout sur les bassins humides avec chenal que le facteur paysager de milieu naturel va jouer. Après, il faut aussi retenir toutes les autres variables qui n'ont pas été retenues. Par exemple, la surface n'a pas été retenue dans ces analyses-là. C'est vraiment surtout la proportion de milieu naturel à 2000 mètres pour les plantes. Et on a fait la même chose pour les macroinvertébrés. Donc là, je ne vous le présente pas en ordination, mais on a vu la même chose que les plantes, mais à un rayon moindre. Donc on a une proportion de milieu naturel à 500 mètres cette fois, qui agit sur la communauté des macroinvertébrés. Et aussi, on a la proportion de végétation, donc calculée par NDVI, qui est retenue à 500 mètres. On voit la cohérence. Et donc ça c'est assez logique, puisque les insectes ont besoin de migrer, hein, surtout les espèces volantes, donc ont potentiellement plus besoin de connectivité entre les milieux pour pouvoir migrer. Donc là, j'en ai fini un peu avec les plantes et les insectes. Je vous présente les oiseaux ici, mais en fait, je ne vais pas vraiment vous les présenter parce que je n'ai pas encore fait les analyses, ça va être plutôt en 2024. Donc je vous le nomme juste si vous êtes intéressé et que vous voulez m'envoyer, que vous voulez garder contact pour voir un petit peu ce que l'on fait.
Mais en gros, ce que je vais étudier là-dedans, c'est vraiment la comparaison, encore une fois, des diversités et de composition de communautés entre mes types de bassins. On aura aussi le lien entre la végétation, les strates végétales et les oiseaux. L'influence, encore une fois, des potentiels, l'influence potentielle des facteurs locaux et paysagers. Les amphibiens, c'est similaire, je ne vais pas vous les montrer, là on est en train de faire les analyses, mais on veut faire aussi des comparaisons de diversité, mais cette fois, on regroupe les bassins humides avec chenal et on va les comparer avec les bassins de rétention pour voir s'il y a une différence en termes de diversité. Et on a aussi une comparaison en termes de détection entre les méthodes. Donc nous, on va utiliser les capteurs sonores et l'ADN environnemental pour le comparer. On va aussi essayer de mettre en lien la végétation avec les amphibiens. Et enfin, là, on aura un aspect vraiment plus technique sur des scénarios selon différents seuils de détection. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur comment utiliser l'ADN environnemental. Donc ça, c'est vraiment très technique. La dernière partie, c'est la partie sociologique. Donc là, en fait, le but, c'est vraiment d'identifier les services et les disservices perçus par les citoyens qui sont associés au bassin. Donc, par exemple, quels bénéfices on retrouve, quelles contraintes, quels risques. Et donc, ces perceptions de services, disservices, et de même que l'usage des citoyens pour ces bassins-là, on va les comparer selon les profils sociodémographiques qu'on va catégoriser. Et enfin, on va voir la relation de ces perceptions et ces usages selon la préférence en termes de type de bassin. Donc, comment on a procédé à ça? En fait, on a fait un questionnaire. Donc, c'est vraiment, on a catégorisé premièrement les personnes pour avoir un profil sociodémographique avec l'âge, le sexe, le niveau d'études, etc. Donc, ça nous permet d'avoir ce profil. En deuxième partie donc de ce questionnaire, on a vraiment beaucoup de questions sur comment ils utilisent le bassin, par exemple à quelle fréquence, combien de temps ils restent dans le bassin à proximité de chez eux, et comment ils l'aiment ou comment ils ne l'aiment pas. Par exemple, là je vous donne des affirmations ici, des exemples, et le but c'était de savoir à quel point ils étaient d'accord ou pas avec ces affirmations. Par exemple, le bassin à proximité améliore le paysage de mon quartier. Donc selon différents types de bassins, on va voir s'il y a des différences par exemple. De même que une plus grande diversité végétale rendrait le bassin plus attrayant, ou à l'inverse donnerait un aspect trop sauvage. Une végétation tondue sur les talus notamment rend le bassin plus attrayant et propre. Ou encore une végétation en friche spontanée rend le bassin plus attrayant. Donc diverses questions comme ça. Là, j'ai cité des exemples pour la diversité végétale, mais il y en a aussi pour les insectes et plus généralement pour le bassin. Et à la fin, donc troisième partie, là on est sur un photo-questionnaire. Donc, on présente des photos et ils vont les noter. Et donc, ceux qui sont les plus notés, ils vont nous dire pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il est le mieux pour vous, et ceux moins notés aussi. Donc, ça va nous donner vraiment qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans l'aspect paysager et photographique. Et donc là, en fait, on a 9 photos où on a premièrement une différence d'hydropériode. Donc, en fait, on a 3 bassins engazonnés, 3 bassins humides et 3 bassins de rétention. On a exclu les bassins avec chenal parce que de manière physique et visuelle, ils se ressemblent beaucoup avec les humides. Et ensuite, on a une différence d'aménagement. Donc, on aura des bassins sans aménagement, des bassins avec sentiers, voire avec des bancs, et des bassins avec des aires de jeu, pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils aiment en fait dans l'intégration de ce milieu-là dans leur paysage urbain et à proximité de chez eux. Là, c'est juste un exemple de photo pour vous montrer en fait qu'on a pris une pancarte, une grande pancarte, en essayant de l'imprimer la plus précise possible pour avoir les détails. Donc là, c'est comment on a fait ça? En fait, on a ciblé 9 bassins à Québec et dans un rayon de 400 mètres, on a pris 30 riverains. On a réussi à faire du porte-à-porte et on a eu 30 riverains par bassin qui ont accepté de faire l'entretien. Donc c'est un total quand même de 270 riverains qui ont été rencontrés avec une entrevue quand même de 15 minutes par riverain. Donc c'est quand même beaucoup d'informations, c'est vraiment une bonne qualité, donc on s'attend à avoir des bons résultats. Et en parlant de résultats, moi je n'ai pas encore fait les analyses, je suis en train en fait, mais je peux vous parler un peu de ressenti. Donc c'est très personnel, donc il faut prendre des pincettes là-dessus. Mais ce qu'on s'attend à avoir, c'est déjà, moi j'ai remarqué qu'il y avait très peu d'inconvénients en général. Hem, il y a vraiment certains, qui peuvent être notés, mais c'est quand même assez rare. Par exemple, la présence de moustiques, la présence même d'enfants qui peuvent être bruyants. Mais en général, il y a très peu d'inconvénients qui a été noté par les citoyens.
Ça, c'est un peu secondaire, mais j'étais agréablement surprise, c'est que, ils sont très, très favorables au final à la présence de grenouilles ou en tout cas, ça ne les dérange pas du tout. Même ceux qui habitent juste à côté, en fait, on est dans un milieu urbain, mais les grenouilles sont quand même très présentes et ça peut quand même bien chanter fort et c'est quand même une plus-value, en fait, pour certains d'avoir, cet aspect plus naturel peut-être, d'avoir, le chant des grenouilles le soir. Il y a aussi une unanimité, il y a vraiment, les citoyens sont très favorables à la présence globale de la faune et de la flore en ville. En revanche, quand on parle du bassin, on voit quand même que, l'entretien du bassin, ça va être un facteur important. Donc il faut que ça reste quand même très contrôlé, la végétation par exemple, est très entretenue. Les citoyens aussi, qui vivent près d'un bassin sec, ils auraient moins, la reconnaissance de la fonction, de rétention des eaux pluviales du bassin. Il y a souvent un écriteau, donc comment on dit? Une pancarte en fait, du bassin là, qui dit que c'est un bassin, mais quand c'est un bassin sec, au final, les citoyens, ils ont jamais vu en fait le bassin en eau et donc ils se disent tout le temps: «Mais est-ce que c'est vraiment pour l'eau?» Du coup, il y en a certains qui disent: «Bah, je pense pas». Et enfin, on va s'attendre à ce que les bassins de rétention soient les mieux appréciés, donc avoir vraiment la présence d'eau dans un bassin, même s'il y en a certains qui disent: «Ah, ça peut, ramener des bêtes», comme les moustiques et ben, finalement, ça va être quand même les mieux appréciés et les bassins secs, eux, ça serait les moins appréciés, mais les familles, avec jeunes enfants, j'attendrai à ce qu'ils privilégient quand même ces bassins-là pour pouvoir jouer avec leurs enfants. Donc en conclusion générale de tout ce que je viens de vous présenter là, donc nous, on a vu que les bassins humides avec chenal, ils apportaient le plus de diversité et d'hétérogénéité d'habitat en termes, végétal et aussi en termes de macro-invertébrés et on a vu que, la diversité végétale, elle influençait vraiment, les macro-invertébrés. On a vu aussi l'importance de la connectivité des espaces verts, hein, des milieux naturels qui vont influencer nos communautés d'insectes et de plantes. Et on s'attend donc, encore une fois ressenti, personnel, mais on s'attendrait à ce qu'on ait quand même une appréciation forte de la faune et de la flore dans les bassins, avec tout de même une certaine culture d'avoir une végétation bien entretenue, contrôlée et esthétique. Donc si je peux apporter, une phrase conclusion, sur comment on pourrait, utiliser ces données-là que j'ai et avec mes futures études, en fait, c'est vraiment par rapport aux plantes et aux insectes, de miser sur l'hétérogénéité des habitats dans le bassin. Si on veut vraiment optimiser la biodiversité et les habitats, ce serait vraiment intéressant de prendre chaque type de bassin que je viens vous présenter parce que chacun a son importance au final. Par exemple, garder, des petits patchs, des petits milieux, tondus, ça peut favoriser quand même des espèces mellifères pour les pollinisateurs. La présence d'eau libre dans les bassins de rétention, admettons qu'on mette ça un peu, en partie dans le bassin avec, par exemple, un bassin de sédimentation, de décantation et ben là, on pourrait avoir les libellules qui apparaissent, les grenouilles aussi. Et puis ensuite on peut jouer avec la topographie pour faire un gradient lent, pour, avoir un gradient pour la végétation des espèces humides en termes végétal. Donc voilà, c'était ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention, hein. C'est quand même assez dense, ce que je vous ai présenté, donc merci à vous et puis je remercie bien sûr toutes ces personnes-là, hein, qui sont vraiment actrices oui, des personnes actrices, de ma thèse, donc ma professeure, directrice de thèse Isabelle, mes codirectrices Monique Poulain et Marie-Lise Cotet et d'autres professeurs qui ont pu, travailler avec moi comme Valérie Langlois pour les amphibiens, André Desrochers pour les oiseaux et bien sûr je remercie tous les stagiaires qui m'ont permis de faire cette étude avec moi. Voilà. Merci beaucoup, Mathis. C'était super intéressant. Je te propose qu'on passe aux quelques questions qui ont été écrites dans l'espace de discussion. Alors, il y en a une première, je pense que ça fait référence à une de tes diapos et à des initiales. On a une question sur la signification des initiales FACH. Ouais, c'est vrai que j'ai mal, mis le lien. FACH, c'est pour les espèces végétales qui sont facultatives de milieux humides. Donc, c'est vraiment des espèces indicatrices qui vont dire, qu'on peut les retrouver souvent dans des milieux humides, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'on dit facultative à la comparaison des OBL. Donc ça, c'est les espèces obligées de milieux humides. Ça veut dire qu'on ne les retrouve que dans des milieux humides. Donc c'est vraiment des espèces qu'on va pouvoir, utiliser pour caractériser des milieux humides, par exemple. Super. Alors, deuxième question.
Donc je vais la citer parce qu'elle est une phrase. Crois-tu qu'on pourrait modéliser, prédire la diversité alpha en utilisant des variables environnementales telles que la variabilité dans la pente et des données de couvert au sol via des images satellites, comme l'identification du nombre de communautés différentes? Ah ça c'est une, ouais, c'est très intéressant. Alors moi je suis pas trop dans ce domaine-là de la modélisation. Je sais qu'il y a des professeurs qui y travaillent justement, pas forcément dans mes bassins, dans d'autres types comme par exemple les bandes riveraines, et d'autres types de milieux. Mais oui, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, notamment avec les drones aussi. Mais, par image satellite, oui, on pourrait essayer de caractériser différentes communautés. Après moi, on est quand même je connais pas trop, ce domaine-là de modélisation et de prédiction, des communautés, mais on est quand même sur des milieux assez petits. Je sais pas à quel point ça peut détecter la en précision, en termes de précision, des bassins qui sont petits. J'en ai aussi des grands, hein, mais ouais, c'est la question que je me poserais là-dessus, mais je pense que c'est quand même de plus en plus faisable avec les études que je vois. Donc j'en profite pour te transmettre des compliments sur tes talents de communication, qui suivaient la question. Alors, une personne nous demande si ça serait possible de partager le questionnaire sur la perception des riverains. Mmh. C'est une très belle ouais, alors ça, il faudrait que je demande, quand même à quel point c'est possible ou non de le faire. Je pense que oui, je pense pas qu'il y a de je vais demander, auquel cas, s'il est là où les personnes seraient intéressées, qu'ils me contactent par mail peut-être, qui est juste là sur ma diapositive, parce qu'il faut quand même que je demande, à quel point c'est éthiquement on a le droit ou pas de faire ça avec, l'INRS. Mmh. OK, donc ça sera pour contacter Mathis directement. Ouais. Question sur la perception citoyenne. Est-ce que les citoyens ont, manifesté des craintes concernant la sécurité quant à la présence de l'eau? Et ben, alors encore une fois, là, c'est quand même assez variable, on n'a pas encore fait les statistiques, mais pas trop. Je vois quand même qu'il y a des différences. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a des différences, selon les villes. Quand nous, on a fait des rencontres là, avec des gestionnaires, on a été à Lévis, à Trois-Rivières et à Québec. Par exemple, à Trois-Rivières, c'est automatique. Pratiquement tous les bassins vont être clôturés. À Québec, on a plus, l'inverse. J'ai l'impression que c'est vraiment un terme de mentalité des gestionnaires, de se dire: «Bah, c'est un milieu naturel, on va pas, clôturer une forêt, donc on va pas forcément clôturer un bassin». En revanche, quand on sera vraiment très proche d'un bassin, par exemple d'une école, bah, là, peut y avoir, selon aussi la caractéristique du bassin, on pourrait avoir une clôture. Moi, je connais à Beauport, là, dans le secteur de Beauport à Québec, on a un bassin qui est vraiment clôturé parce que c'est juste à côté d'une école et encore là, c'est parce qu'il y a une pente forte, parce qu'à Val-Bélair, il y a juste à côté d'une école et d'une bibliothèque, il y a un des bassins que je vous ai présenté en photo, là, qui est très beau avec des canards. Lui, il est pas du tout clôturé, par exemple, parce que le niveau d'eau est peut-être peu profond, il y a peut-être peu de pente, donc je pense que ça peut être des facteurs aussi. Mais en termes citoyens, juste pour, parce que c'est vrai que j'ai un peu divagué là, mais, je pense que non, il y a pas vraiment, quand on a eu cette question-là, hein, de: «Est-ce qu'il faut clôturer? Est-ce que vous vous sentez en sécurité?» Et en général, non. En général, ils sont en sécurité, ils nécessitent pas, ils ne veulent pas de clôture parce que justement, ça va fermer le milieu et ça va être moins esthétique. Alors, une question sur, pour savoir si les bassins sont arrosés pour contrôler la présence des insectes, piqueurs et si ce processus affecte la perception des gens? Quand on dit arroser, j'imagine, c'est, par rapport à des pesticides comme le BTI ou parce que si c'est arrosé en termes de pesticides pour justement, bah, les moustiques par exemple, hein, le BTI il est très connu pour l'utiliser. Je sais qu'il y en a que oui. Je m'y connais pas, vraiment parce que moi j'étudie pas forcément les caractères, chimiques, de l'eau sur l'influence, enfin si ça influence ou pas mes communautés et donc malheureusement sur le questionnaire, on n'a pas eu, ce type de questions. Je ne pense que de toute façon les citoyens ne le voient pas forcément, que ce soit, vraiment, ça va être une personne qui va venir comme ça, qui va s'occuper du milieu, mais en tout cas, dans les contraintes, par exemple, on n'a pas eu du tout ce terme-là qui est venu. De dire: «Ah moi j'ai peur parce qu'il y a quelqu'un qui a pesticidé, mon bassin à côté». Ça, je l'ai jamais vu en tout cas, dans mes questionnaires. Mmh. Oui, donc c'était bien ce type d'arrosage qui était visé. Ouais. Alors on a une personne qui se dit surprise qu'il y ait moins de phragmites dans les bassins humides que dans les bassins de rétention. Est-ce que tu sais quelle en est la raison? Et ben non, c'est une très bonne question parce que oui, je voulais en parler, mais après je me suis dit que j'avais pas trop le temps, mais oui, moi aussi je suis vraiment très surpris de ça. Hem et
même moi qui ai fait aussi plusieurs visites à Lévis, et cetera, on avait eu l'exemple d'un bassin humide qui était complètement pris par le phragmite. Moi, mes bassins humides ne le sont pas vraiment. Mon hypothèse par rapport à la phragmite, c'est d'où elles viennent. On sait que, par exemple, les corridors des phragmites, ça peut être les autoroutes, donc qui font venir facilement, le phragmite et nous, par défaut, on en a moins. On est quand même dans un milieu très urbanisé, donc je me dis que là, on a moins de facteurs qui pourraient, faire venir le phragmite. Quand je dis que le bassin de rétention en a plus, on est quand même sur un couvert végétal de 30 maximum, hein. On n'est pas sur, l'envahissement complet du site, donc ça reste quand même pas «énorme» entre guillemets, 30 c'est quand même, ça c'est 30 maximum là. Mais sinon non, c'est vrai que c'est la question que je me pose. Je suis en train de lire plus sur, comment colonise, le phragmite, surtout qu'il a une plasticité, assez, phénoménale pour, s'adapter. Donc non, malheureusement, je ne sais pas, ce qui se passe. Peut-être la topographie et encore là, non, je sais pas. Est-ce que tu as eu la chance d'analyser la concentration d'oxygène dans les bassins et éventuellement son impact sur les plantes aquatiques, notamment vis-à-vis de l'odeur? Non, on aurait pu faire beaucoup de choses, mais tout ce qui est à caractère, chimique, dans l'eau, l'étude, de la conductivité, ça, je crois qu'on l'a, par exemple. Le pH aussi, mais ça, on est en train de le faire plutôt avec les amphibiens et on voit pas trop vraiment de résultats avec ça. Mais, l'oxygène et cetera, moi, je n'ai vraiment pas calculé ça. Je me suis surtout focalisé sur, le biotique, en fait, sur le vivant. D'accord. Mais Alors, par contre, si je peux dire juste quelque chose là-dessus, c'est que je crois bien qu'il y a pas mal d'études. Alors après, encore une fois, comme je l'ai dit, sur les plantes, c'est peut-être un peu plus rare, mais il y a pas mal d'études qui peuvent être faites aussi là-dessus, que vous pouvez retrouver. on a une personne qui nous demande de montrer de nouveau les principales caractéristiques qui distinguent les bassins humides et les bassins de rétention. Alors bassin humide et rétention, heu, je crois que je vais revenir un peu au début. Hem, Bah, en fait, c'est surtout pour vous dire, cette caractéristique de détenir ou de retenir de l'eau. La détention, ça veut dire qu'on a un trou qui fait qu'il y aura jamais de la rétention de volume d'eau. Par contre, avec la topographie ou, le sol, il peut être saturé en eau. Donc les bassins humides, c'est ça leur caractéristique, c'est que peut y avoir une saturation en eau, du sol, mais pas forcément de l'eau, un volume d'eau libre, qui va venir et qui va stagner. Parce qu'on a une sortie d'eau qui est très, qui est donc va faire qu'on n'a pas cette rétention d'eau. Alors que les bassins de rétention, donc là, on a vraiment un volume constant, d'une grande quantité d'eau qui va rester dans le bassin. Donc c'est ça la particularité et donc c'est ce qui fait que dans les bassins humides, bah, comme on peut avoir la saturation en eau, ça va être grâce aux intempéries, mais des fois, s'il y a des phénomènes de sécheresse, bah, finalement, le bassin sera retrouvé à sec. Donc on a une variabilité non seulement spatiale, donc dans le bassin, au niveau topographique de la présence d'eau, mais aussi, donc on aura une variation temporelle par rapport aux périodes de sécheresse, d'intempéries et cetera. Est-ce que tu aurais une idée de l'investissement que ça représente pour les municipalités de créer un type de milieu comme C'est une bonne question. Non, au niveau du coût, de produ de construire un milieu comme ça, moi, je pense pas vraiment qu'il y ait de différence en soi. La création de ce milieu humide, en fait, il se fait surtout par rapport à la présence de l'eau et donc ça va être surtout ça va être plutôt pour creuser. Donc par exemple, un bassin de rétention, on va quand même beaucoup creuser pour, avoir ensuite un volume d'eau qui s'accroît. Un bassin humide, bah, on va essayer de jouer sur la topographie avec notamment, pourquoi pas, la nappe phréatique qui revient, qui ressort et aussi donc avec les intempéries pour accumuler un peu d'eau. Mais ça, c'est surtout un jeu de topographie, je pense, plus que, il faut d'autres moyens. Donc je pense qu'en termes de coût, là encore une fois, c'est vraiment une pensée, mais je ne sais pas. Mais je pense pas que ça coûte vraiment beaucoup plus cher de créer des milieux humides. La colonisation, elle se fait souvent naturelle aussi, hein. Il faut bien sûr ensemencer, mais ça, on le fait un peu partout aussi. Sur les talus, par exemple, on va ensemencer. Donc, je pense pas que ce soit beaucoup plus cher, en tout cas, de faire un milieu humide. super, merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre encore quelques questions. Hem,
Est-ce que tu as étudié ou est-ce que tu envisages d'étudier les impacts d'ajout d'activités complémentaires autour des bassins? Alors, comme exemple, la personne indique terrain de soccer, parc à chiens sur un bassin sec ou alors à proximité d'un bassin humide. Non, en fait, moi, ce que j'ai intégré, c'est surtout, comme j'avais dit, les différents types d'aménagement. Donc ça veut dire, juste la présence de bancs ou de sentiers. Qu'est-ce que ça, va faire pour les personnes? Est-ce qu'ils sont majoritairement favorables ou non à ce qu'on puisse se balader autour? On a aussi les aires de jeu. Donc moi, c'est vraiment ces caractéristiques d'aménagement qu'on a étudiées parce qu'au final, je n'ai pas pu étudier d'autres parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Par exemple, quand on parle de terrain de soccer, je n'ai pas d'exemple et plusieurs exemples pour pouvoir faire des statistiques derrière, de voir à quel point ils seraient intéressés ou non. Hem, Si je réfléchis un peu à mes questions, quand même, on a fait des questions sur à quel point, le bassin, il devrait avoir une fonction en termes d'esthétique et de loisirs récréatifs. Donc là, ça peut nous apporter quand même, une réponse sur à quel point les personnes aimeraient et s'attendraient à ce qu'un bassin à proximité ou à côté ou même dedans puisse, avoir des lieux de loisirs et récréatifs. Et c'est un peu tout ce qu'on aura. Et par rapport aux chiens, parc à chiens, non plus, on a juste l'information de est-ce qu'ils en ont un? Est-ce qu'ils utilisent le bassin avec ce chien-là? Et il y a eu aussi, quelques petits exemples de quelques bassins quand même où, j'avais eu des critiques justement sur les chiens. Dès que c'est utilisé par les chiens, bah, suffit qu'il y ait des gens qui s'occupent pas trop, de ramasser, les crottes ou des choses comme ça et ben, il y a des gens, qui ça peut déranger. Mais sinon, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Est-ce que tes recherches vont aussi s'orienter vers la ville de Montréal ou ça se limite, enfin ça se limite, ou ça se concentre sur Québec, Trois-Rivières et Moi, c'est, là, tout ce que je vous ai présenté maintenant, j'analyse tout, donc je ne vais pas faire de nouveaux, questionnaires, de nouveaux terrains. J'ai déjà tout, ce que je dois faire pour présenter. C'est sûr que Montréal, ce serait très intéressant, hein, aussi. Je pense qu'aussi ils doivent en faire, hein, des études. En termes, végétal, par exemple, il y a une publication de Daniel Blouin, qui compare, la végétation et l'hétérogénéité des végétations dans les bassins de Québec et de Montréal justement, pour voir un peu la distinction de végétation. Mais sinon non, moi c'est vraiment tout ce que je vous ai présenté là que j'étudie. alors une question de clarification sur, pourquoi un bassin engazonné aurait une plus grande diversité végétale qu'un bassin de rétention? Alors non, les bassins ah oui, OK. Quand on enlève le talus, en fait, il faut savoir que quand on enlève le talus, les bassins ne sont pas touchés. Donc eux, c'est comme si, avec ou sans talus, ils ont la même, diversité. Donc ce qu'il faut garder en fait en information sur ce graphique-là, c'est que finalement les bassins de rétention, quand on enlève le talus et ben, ils chutent en termes de diversité parce que comme je l'ai dit, au final, le bassin de rétention en termes de plantes terrestres, moi je n'ai pas étudié par exemple les plantes immergées, mais ça encore il y en a très peu dans ce type de bassin-là. Mais dans les bassins de rétention, la majorité des espèces vont se retrouver sur le talus, justement. Les espèces qui sont dans le bassin, dans l'eau libre, ça va être quelques espèces submergées ou quelques macrophytes, mais du coup, ça va être quand même assez pauvre. Comme on est dans un milieu urbain, il y a quand même peu d'espèces aquatiques qui s'implantent dans ce type de milieu perturbé. Donc c'est pour ça qu'au final, le gazon va se retrouver à avoir plus d'espèces quand on enlève le talus des bassins de rétention. Alors une personne demande si, à part l'ensemencement, des plantes que tu as étudiées ont été, spontanées, sont arrivées de manière spontanée dans les milieux? C'est, une bonne question, justement, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, j'aurais pu, si je voulais pousser cette question-là, plus axée sur l'ensemencement, mais c'est quand même, plus difficile à avoir, genre quel bassin a été ensemencé, comment et par qui. Je n'ai pas pris le temps, parce que, bah, j'ai quand même pas mal, de choses déjà à étudier. Mais, par contre, justement, par rapport aux gestionnaires, ils s'intéressent beaucoup à ça, de savoir à quel point la colonisation naturelle, elle a lieu ou non dans ce type de bassin. Heu, 2 choses que je pourrais apporter, c'est justement, le fait que, je crois qu'il y a une étude, là je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais j'ai discuté avec une personne de la ville de Québec qui m'avait dit qu'on s'attendait à ce qu'au final, il y ait que 20 des espèces ensemencées qui restent et que le reste, c'est la colonisation, naturelle. Et moi, comme on voit
dans mes analyses l'impact significatif de la proximité de milieux naturels sur les communautés végétales, on voit qu'il y a une certaine colonisation naturelle dans ces bassins-là. Et là, je parle bien des bassins humides avec chenal. Donc c'est dans mes analyses, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé moi, que c'est ces 2 types-là qui vont être influencés par, soit des milieux très urbains, soit des milieux, très, plus naturels. Et donc on voit quand même qu'il y a une colonisation naturelle qui se passe dans ces bassins-là. Super, merci beaucoup. Alors, une question sur les différents types de lots de bassins de rétention plutôt. Est-ce que tu en avais qui présentaient une plus grande variabilité d'habitat et de topographie comme zone profonde ou peu profonde, des talus avec des pans plus ou moins faibles? Et est-ce que tu aurais observé une différence euh, au niveau de la diversité végétale entre ces différents bassins? Bah, moi, je suis pas allé jusque-là parce que justement on le mesure pas. La pente, j'avais commencé à mesurer, mais je me suis vite rendu compte en fait que c'était très similaire au final. La pente était assez similaire entre les bassins, à part, des exceptions. Donc je m'attendais pas à retrouver quoi que ce soit, donc on n'a pas continué là-dessus et en termes de topographie, malheureusement, il n'y a pas aussi, quoi que ce soit qui est, heu, qui est calculé. Donc on n'a pas pu on l'a pas fait. On a décidé de pas le faire par, contrainte de temps, hein, puisque en recherche, bah, il faut savoir aussi cibler, se limiter, et s'arrêter. Mais, par contre, par rapport à la topographie, encore une fois, ressenti personnel, mais, je vous avais présenté, par rapport à l'homogénéité des bassins de rétention en termes de communauté de plantes, il y avait une variabilité quand même parce que je vous ai parlé, il y avait 4 bassins qui ressortaient par rapport aux autres. Donc ça veut dire que les bassins de rétention ont tendance à avoir les mêmes espèces, sauf 4 bassins. Et ce qui est drôle, c'est je crois il y a que 3 de ces 4 bassins où la profondeur d'eau est très différente, des autres. Donc en fait, la profondeur, c'est sûr que ça c'est acté, hein, dans la littérature. Dans les bassins de rétention, si on a une moindre profondeur d'eau, on aura du coup plus, de potentiel pour, faire implanter des espèces aquatiques. Et donc c'est là où on peut retrouver plus de diversité. Et en termes de bassins humides, justement, c'est des questions qu'on se pose. Notamment ma directrice et ma codirectrice Monique Poulain veulent travailler là-dessus, en fait, de vraiment voir la différence de topographie. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça influence nos communautés? Donc ça, c'est, plutôt des études d'avenir. Alors, un tout petit peu dans la continuité de cette question pour peut-être la compléter avec, avec d'autres éléments. Est-ce que tu as une idée d'un volume ou d'une taille de bassin idéal pour avoir un développement de biodiversité qualifié d'optimal et est-ce que, par exemple, il y aurait une différence dans un parc ou dans un milieu plus urbain ou dans un autre type de milieu? Bah, moi déjà, encore une fois, j'ai pas trop calculé, ça, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de volume, en termes de surface déjà de bassin, moi, ce facteur-là n'est pas ressorti dans mes analyses. Donc on s'attend à ce que finalement la taille du bassin entre mes types, hein, là on parle bien de mes types, et ben, ça va pas influencer forcément, la diversité. En revanche, comme j'ai dit dans ma conclusion générale, si on veut implanter ces différents types dans un seul bassin, faire un micro, donc toute une diversité de micro-habitats, je pense, là c'est une pensée, mais je pense qu'il va falloir quand même nécessiter un certain volume. Donc il va falloir un certain volume d'eau libre, par exemple, un bassin, heu, de plus en plus là on voit des bassins de sédimentation pour retenir les sédiments, donc ça c'est intéressant. Il faut que le bassin il soit assez grand pour qu'il y ait soit, les amphibiens qui viennent, heureusement, c'est aussi des prédateurs, mais que puisse y avoir aussi, les libellules, les larves et cetera, donc avec une diversité de végétation pour les cachettes de ces insectes-là. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum de volume. Là, je ne saurais pas dire les chiffres et ensuite, pour pouvoir implanter lentement, un gradient d'humidité, c'est sûr qu'il faudrait une certaine surface. Si on fait quelque chose de très, pentu, au sein du bassin, on aura un gradient d'humidité qui retrouve un peu comme le talus, donc assez faible. Donc je pense qu'il faut quand même un certain espace si on veut intégrer les différents types de bassins en un seul bassin. Mais je n'aurais pas de quantitatif à ça. Et la dernière question, enfin la 2e partie, c'était quoi déjà? Est-ce qu'il y a une différence entre admettons, si tu dans un parc ou un milieu urbain? Bah, moi, la seule chose que je peux apporter là-dessus, c'est sur mes résultats, encore une fois, de paysager. De dire que justement, quand on est vraiment dans une densification urbaine, on a vu que dans les bassins humides et avec chenal, on a tendance à avoir plus d'espèces généralistes ou de milieux perturbés.
On parle bien des bassins humides avec chenal parce que les deux autres, en fait, ils ne sont pas très concernés par l'influence paysagère. Le bassin sec, il est très entretenu. C'est juste du gazon. Donc, c'est quelque chose qui est très contrôlé par l'homme. Donc, on ne s'attend pas à ce que le paysage puisse faire coloniser naturellement des espèces. Les bassins de rétention, en dehors du talus, qui est quand même le talus, on va se le dire, c'est des espèces aussi généralistes de milieu urbain. Et ben, en dehors de ça, on a une eau libre, on a des espèces aquatiques qui sont moindres, on a vu moins d'espèces. Donc, on n'attend pas aussi à ce qu'il y ait une colonisation d'espèces naturelles qui aillent dans un milieu urbain, dans ces bassins-là. Donc, c'est vraiment au terme de bassins humides et avec chenal où on va voir justement une influence du paysage. La connectivité a vraiment son importance pour voir soit des espèces plus donc de milieux humides qui vont en coloniser, donc si on est proche de milieux naturels, ou à l'inverse, des espèces de milieux perturbés si on est plus dense en termes urbains. Super, merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête ici parce il est 11 heures. Pour faire suite à la présentation, je vous invite à aller voir notre fiche technique sur le site de la Société québécoise de phytotechnologie sur les techniques de biorétention qui peut apporter certaines réponses auxquelles on n'aurait éventuellement pas répondu. J'imagine que vous pouvez aussi contacter Mathis pour d'autres questions. Merci beaucoup, Mathis, pour ta présentation. C'était vraiment passionnant. Je vous indique aussi rapidement que nos activités se poursuivent au cours de l'année et notamment notre colloque annuel arrive à grands pas le 4 mai. Il aura cette année pour thème les enjeux de l'implantation des phytotechnologies. Et cette année, nous avons réuni un panel d'experts pour parler de cet enjeu ainsi qu'un grand nombre de conférences. Vous disposez d'un tarif préférentiel jusqu'au 19 avril si vous souhaitez y assister. Euh, Par ailleurs, j'aimerais juste prendre un petit moment pour remercier de nouveau nos partenaires, donc Desjardins, Rameau Phytotechnologie, l'Institut national de recherche scientifique, le Centre de formation horticole de Laval, Rousseau-Lefebvre et les membranes Hydrotech. Je vous invite aussi à évidemment devenir membre de la SQP pour, par exemple, pouvoir re-regarder ce passionnant webinaire et accéder à un certain nombre d'autres contenus. Et je vous invite aussi, encore une fois, à vous abonner à notre infolettre parce qu'on publie un grand nombre d'informations via ce support et vous aurez accès à un grand nombre de nos événements et de nos publications. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore, Mathis, et à très bientôt. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous.